Je vais partir le deuxième jour de la mobilisation, en 1939. C'était au mois d'août, 1er août, quoi. Alors, je vais partir le 2 ou le 3 et me rendre à Grenoble au 4e génie. Et puis, 15 jours avant, j'avais fait un mois plus tôt, c'est mamie qui avait vu dans le journal, que les pères de famille d'au moins 2 enfants, enfin mineurs, avaient droit à une bonification d'âge de 2 ans par enfant. À ce moment-là, nous avions Dany et Monique. Ça me faisait une bonification de 4 ans. Alors ça me mettait à... comme si j'étais né en 98, classe 18, ils avaient fait la guerre. Alors ceux-là, les gendarmes m'ont demandé mon fascicule de mobilisation. Ils m'ont donné en échange un fascicule bleu. Il y avait écrit « Attendra sa convocation dans ses foyers ». Bien ça m'a valu de repartir qu'au mois d'avril 40. Mobilisé dans un centre mobilisateur, comme j'avais fait mon service dans l'aviation, j'étais réintégré dans le centre mobilisateur de l'aviation à Toulouse, où j'ai passé 15 jours. Et là, ça dispatchait. On envoyait les tirs. Partout où il y avait des régiments d'aviation, c'est là que ça partait. Moi, en arrivant, comme on ne peut pas se tourner les pouces, on a dit, bon, on va faire ci. Ouais, j'étais cabot-chef de réserve. Dans ma chambrée, il y avait un gars qui était lui, qui faisait son service, et qui m'a dit, dis donc, une combine, si tu veux venir travailler aux effectifs, là tu serais bien placé quand tu verras passer. Il y aura sûrement un départ pour Bron, hein. Tu te mets sur la liste. Ça n'a pas raté. Il n'y a pas 8 jours que j'étais là, pan, on envoyait 40 types à Bron, au 35e d'aviation. Et hop, bibi, hein, tout de suite, c'est le copain qui faisait les listes, il m'a inscrit. Et puis, je me suis retrouvé à Lyon. J'étais là à la commission des ordinaires, c'est-à-dire la bouffe. On m'a demandé, dis donc, où tu vas aller? T'es cabot-chef, ah bon. Ah il y en a besoin d'un à la commission des ordinaires. Oh j'ai dit oui. Et puis on sortait, on allait voir les clients avec les sergents de carrière. Ça a été le bon temps pendant un mois. Et c'est là, alors que le matin du 8 mai, il y a eu bombardement général de tous les terrains d'aviation de France par les Allemands. Au lever à 7 h du matin, je sortais de mon lit, moi, à mon chat, là, mon père m'avait prêté sa petite voiture, et je couchais à la maison, et puis je me levais à 6h30, je déjeunais, j'allais comme au boulot, j'arrivais à 7h, 7h15 à Bron. Donc j'arrive, moi, avec ma voiture, je la pose dans le parking de l'autre côté de la route. Un quart d'heure après, alerte. Bon, alors on sort, on regarde. Il y avait déjà des alertes. On voyait passer des avions, pas d'histoire. C'était des Français. Mais là, on voit bas, à 1500 mètres, en vol de canard, on dit c'est les Boches. Où est-ce qu'ils vont? Ils ont passé au-dessus du terrain. Alors on les suivait du regard, et puis quand le dernier a eu passé, on a vu que le leader en tête amorçait un grand virage. Alors elle a dit, ça c'est pour nous. Ils se tournaient du côté de l'Allemagne et ils allaient nous bombarder en droite ligne. Ah, alors on a fait vite, hein. Quand on les a vus prendre le virage et qu'ils étaient à 1000 mètres, on s'est dit qu'est-ce qu'on va déguster? On a tout de suite filé et on s'est trouvé une trentaine sous les cuisines. Les cuisines étaient étampées pour faire un abri. Moi j'ai été parmi les premiers, hein. J'ai fait vinaigre et j'étais dans mon ongle. J'ai dit là, moi c'est solide,
S'il arrive quelque chose, on verra bien. Et alors, à mesure que les gars y arrivaient, ils se mettaient autour de moi, par là. Mais il y avait le refend, là, c'était pas mal, sur deux côtés. Et puis les autres se sont assis sur le bois. Ils avaient le trou d'homme au-dessus de la tête. Et bien, quand les bombes ont pété, hein, les unes derrière les autres, le trou d'homme, il donnait sur le ciel. Il y a une bombe qui est tombée juste au niveau du trou, à 3-4 mètres en avant. Si ça avait été 3-4 mètres en arrière, alors là, je ne serais pas là pour te la raconter. On nous aurait ramassé la petite cuillère. Les marmites, tout ce qu'il y avait, le toit qui était en ciment, le toit c'était en dur, hein, les cuisines. C'était pas du provisoire, hein. Plus rien. Alors, on avait craché. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je crache? C'était de la terre. Il y avait de la terre dans les dents. Et alors, on était comme des chats, on s'était tous écroulés sur les fesses. Et puis, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui me coulait dans le dos. Il y a une conduite qui était à l'intérieur du mur, ou peut-être de l'autre côté, qui a crevé. J'ai été inondé. J'ai pas bougé. Alors, ça a été infernal. Hein. Ça a duré 20 secondes. Et puis, il y en a qui avaient chié dans leur culotte. Ça sentait la merde, la pisse. Épouvantable. Ils ont foutu les hangars en l'air. Et ils ont tapé pile sur un abri où il y avait 30 Polonais. Il n'y en a pas un seul qui a survécu. Le terrain était inutilisable. Ils ont lâché... Il y avait 50 avions. Peut-être plus. Ils étaient très nombreux. Ils ont lâché des bombes de 500 kilos. Hein. Il y avait 150-200 bombes. Et ils ont commencé... Ce qu'ils voulaient surtout, c'était pas tellement tuer des types. Ils voulaient foutre les hangars en l'air. Et alors ça a commencé seulement... La méthode des Américains, un leader en tête, qui, à un moment donné, fait un flash, une lumière, et tout le monde tire sur la manivelle. Alors quand lui, il a été au milieu du terrain, il y a des gars quand même qui avaient couru à leur mitrailleuse et qui commençaient à canarder. Mais à ce moment-là, ils étaient à 250 mètres. Puisqu'il y a plusieurs bombes qui n'ont pas éclaté. Elles n'ont pas eu le temps de se mettre suffisamment inclinées pour percuter. Elles sont tombées à plat, trop bas. Il n'y avait plus de terrain, il n'y avait plus de cuisine, il n'y avait plus rien. Hors de se rabattre au fort. Un fort, les vieux forts d'autrefois, tu sais, enterrés avec des douves. Hein. Et ce fort était entre Lyon et le terrain d'aviation. Il le bordait. Alors on s'est rabattu dans le fort, on y a passé 15 jours, en attendant que les Boches, puis quand ils ont été à Dijon, alors on a commencé à plier bagages, et puis ils étaient à Chalon-sur-Saône, on s'est taillé, et on a été à Millau. Alors moi je suis parti avec la voiture de mon père, la petite Simca 5, je me suis démerdé avec un type qui était au bureau du colonel, qui m'a fait un laisser-passer, puis il est parti avec moi. Et on a suivi le convoi, parce qu'il y avait des cars pour transporter le personnel. Il y avait une vingtaine de cars. On suivait, mais ça me merdouillait, ça faisait l'accordéon. Alors moi qui connaissais, puisque je voyageais, je connaissais la route. Millau, j'avais même une carte. On savait qu'on allait à Millau. Alors je savais que rendez-vous, on couchait au puits. On est parti à 4 heures de l'après-midi. On est arrivé à 5 heures au puits.
Alors, comme ça glandait, j'ai dit, je ne vais pas avoir assez d'essence, moi. Je me suis dégagé du truc, puis j'ai filé. J'ai laissé tomber le convoi. Et arrivé au puits, on s'est foutu dans un coin, par l'abri du vent. Il y avait un peu de vent cette nuit-là. Et puis on a roupillé, jusqu'au moment où on était tous les deux. La 5K5, tu vois comment elle était, toute petite. Hein. On dormait l'un sur l'autre. On a été réveillés par une lampe électrique. C'était les gendarmes. Ils disent, qu'est-ce que vous foutez là? On a vu qu'on était des troufions. Alors moi, je me suis gratté, j'ai donné mon machin, il a regardé. Bon. Le lendemain matin, bon, à 6 heures, ben, on s'est réveillé, puis il faut qu'on sache où ils sont. On avait envie de boire un jus. Hein. Alors on a trouvé les cuistots, ils étaient en pleine ville. Le convoi, il y avait 5 autocars pour transporter 150-200. Alors on a pris le jus. Et alors à ce moment-là, j'ai fait plein d'essence, aux frais de la princesse, bien sûr. Et puis comme on s'était bien débrouillé la première fois, j'ai dit on va faire du tourisme, on ne les attend pas. J'ai foutu le camp. Alors on a fait un petit crochet pour voir les gorges du Tarn, alors qu'eux, ils les évitaient. C'était fin mai. On nous avait répartis un peu partout, et on ne pouvait pas tous nous loger ensemble. Moi, je m'étais mis dans un coin à part, avec 2 copains. On s'est fait tout petit, et on tapait la blotte dans un bistrot. Un grand bistrot, mais il n'y avait pas de clients. On ne bougeait pas, hein. On était en dehors un peu du pays, pas de juteux qui circulaient. Ça a duré comme ça ne serait pas éternisé. Enfin, on m'a peut-être cherché, j'en sais rien. C'était la pagaille. Au bout de certains temps, on dit on s'en va après-demain. Ah, on s'en va après-demain. Mais où est-ce qu'on va? On va à Port-Vendre, on va en Afrique. Alors moi, tout de suite, ça ne me déplaisait pas d'aller en Afrique. Je me dis, merde, si on se fait torpiller, je sais bien nager quand même. Mais si c'est à 50 km des côtes, ça va être trop emmerdant. J'ai pensé qu'on allait se faire couler par des sous-marins. Le lendemain, on pliait bagages, tout était prêt, on s'en allait, lorsque... Alors la voix chevrotante du maréchal. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Et du coup, dans l'heure qui a suivi, on est resté sur place. Et les Boches étaient à Clermont-Ferrand. Ils étaient déjà loin. Hein. Ils ne sont pas arrivés à Lyon. Mais ils avaient filé par le centre, ils descendaient sur Toulouse, sur je ne sais pas quoi. Et on allait à marche forcée, on allait rejoindre Port-Vendre, mais stoppé. Et puis est arrivé alors l'appel du mois de juin, après celui de Pétain, ça a été celui de moi, général de Gaulle. Les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Il m'a déplu dans son ton, emphatique. Moi, général de Gaulle. Qu'est-ce que c'est que ce con-là? Et puis alors, c'est ça, ce machin, plein de bec, des grands mots, des grandes phrases, et puis... Voilà. 48 heures après, le colon, qui était un réserviste, a dit on rentre,
On rentre à Lyon, puisque Lyon n'était pas occupé. On plie bagage quand même, mais au lieu d'aller à Port-Vendre, on allait à Lyon. Pour être démobilisés, ceux qui faisaient partie de la région pouvaient être démobilisés sur place. Et il y a ma bille qui était partie. Je ne sais pas comment elle était arrivée à Murat, et que j'étais à 150 ou 200 km de Murat, avec la voiture. Alors, j'ai dit, moi, je demande à être démobilisé, je vais à Murat, démobilisé.